de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 20 minutes. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a 60 ans était fondé le ministère de la Culture, créé pour et par André Malraux, son premier et seul ministre d'État. Sa mission était, pour l'auteur de La Condition humaine et de l'espoir, de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. L'année suivante, en 1960, est inaugurée la première maison de la culture à Béthune, puis celle du Havre en 1961. À cette occasion, André Malraux rappelle que le 4e plan prévoit la constitution d'une vingtaine tous les 4 ans. Il résume ainsi son ambition. Il s'agit de faire ce que la Troisième République avait réalisé dans sa volonté républicaine pour l'enseignement. Il s'agit de faire en sorte que chaque enfant de France puisse avoir droit au tableau, au théâtre, au cinéma, etc., comme il a le droit à l'alphabet. Défendant son budget devant le Parlement en octobre 1966, il ajoute « Religion en moins, les maisons de la culture sont les modernes cathédrales, le lieu où les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Sachez que chaque fois que nous en bâtissons une dans une ville moyenne, nous changeons quelque chose d'essentiel en France. » 60 ans après, que reste-t-il de cette ambition? Le pass culture? Point d'interrogation. Ce dispositif nous semble symptomatique de la perte de sens des politiques portées par le ministère de la Culture. Les rares données disponibles pour l'expérimentation en cours laissent à penser qu'il n'a pas favorisé la diversification des pratiques culturelles, mais au contraire conforté les jeunes dans leurs choix actuels et qu'il n'a pas réussi à intéresser la culture les adolescents qui en sont le plus éloignés. Avec notre rapporteure Sylvie Robert, nous considérons qu'une politique publique dans le domaine de la culture doit nécessairement mettre à profit et contribuer à développer le réseau des structures culturelles et plus particulièrement celles aidées ou gérées par les collectivités locales. À l'opposé, le pass culture est promu par une société privée et risque de renforcer encore davantage l'emprise des plateformes qui captent déjà une grande partie de l'offre culturelle. Les capacités d'intervention de l'État s'en trouveront réduites. Enfin, nous regrettons vivement que la montée en puissance rapide et peu contrôlée du pass culture menace l'existence même de l'éducation artistique et culturelle. Il est encore temps de suspendre cette expérimentation pour délivrer aux jeunes un autre message. Éteignez vos portables et, selon la formule d'André Malraux, allez à la rencontre des gens pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en vous. Le choix politique de confier les missions de l'État à des entités constituées à l'extérieur du cadre de ses administrations a présidé de la même façon à l'organisation du chantier de sauvetage et de restauration de la cathédrale Notre-Dame. En juillet dernier, des engagements avaient été pris dans cet hémicycle pour que l'État contribuât à son financement. Las, nous apprenons aujourd'hui que l'établissement chargé de la conservation disposera d'un budget qui sera abondé en totalité par les dons privés et que ses compétences exclusives en feront l'unique régisseur de toutes les interventions sur le monument. Comme je le craignais, ce chantier bénéficie ainsi d'une forme d'extraterritorialité, le constituant de fait en une petite principauté insulaire placée sous la seule autorité d'un coprince aux frontières martialement défendues. À la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le ministère de la Culture a heureusement décidé d'un plan de rénovation des systèmes de protection contre l'incendie dans les 89 édifices de culte dont il est le propriétaire. Il sera mis en œuvre par tous les acteurs du patrimoine et l'on regrette qu'une collaboration similaire n'ait pas été retenue à Paris. Il est doté d'un budget de 2 millions d'euros en 2020. Notre rapporteur spécial vient de souligner très justement que cette mobilisation budgétaire a été réalisée aux dépens des crédits destinés aux opérations de restauration des monuments appartenant aux collectivités et aux propriétaires privés.
Nous regrettons avec lui ce transfert qui s'inscrit malheureusement dans un revirement majeur des choix politiques ministériels dont témoigne aussi la faiblesse des moyens consacrés au patrimoine des centres anciens ou l'obsolescence programmée du dispositif fiscal dit Malraux. Dans ce domaine aussi, le succès relatif du loto du patrimoine ne pourra remédier au désengagement de l'État dans des politiques patrimoniales structurantes conduites avec les collectivités. De révision générale des politiques publiques en modernisation de l'action publique, les missions du ministère de la Culture ont profondément évolué et votre proposition de budget pour l'année 2020 s'inscrit dans ce renversement. Il devient urgent d'en tirer toutes les conséquences politiques et de procéder maintenant à un examen sincère de la place et du rôle du ministère de la Culture 60 ans après sa création. Je vous remercie. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les